Alors, vous avez compris, les grands HM? Structure E, F et G tout en haut. Et surtout, faites gaffe aux chutes. Si vous tombez, c'est parce que vous avez trop bu. Et si vous découvrez des non-conformités dans vos assemblages, eh bien, vous en répondrez à Ribbentrop. Ici, c'est lui qui a décidé les plans. Bon, allez, au boulot. Allez. Je peux vous poser une question, Herr Stewart? Faites, Ribbentrop. Je vous ai entendu, vous et M. Davis, parler aux sauvages, aux Indiens. Mais vous faites souvent allusion au penchant chez la bouteille de ces personnes. C'est normal, ils sont réputés pour ça. Depuis que les Espagnols, les Français, les Britanniques ont débarqué ici, ils leur ont donné de l'alcool en cadeau. Et eux, des fines herbes à fumer en échange. Herbes qui ne servent à rien du reste. Du moins, ça marche pas chez moi. Sûrement chez M. Davis. Donc, tous les Indiens sont des ivrognes. Ben oui. Comme les Irlandais en sont aussi. Comme les Allemands aussi. Est-ce que je me trompe ou vous n'êtes pas d'humeur aujourd'hui? Ça ne vous ressemble pas? Ah, vous avez remarqué. Vous n'allez pas me comparer à M. Davis, là. Des ennuis. Pourtant, tout va bien. Le pont avance bien et vous êtes satisfait de mon travail, n'est-il pas? Vous vous débrouillez pas mal, Ribbentrop. Vous irez loin. Non, non, je vais bien, merci. C'est juste que c'est le curé Richard qui n'est pas très commode. Ça ne peut pas être pire que M. Davis. Non, c'est pas ça. Hein. Monsieur le curé est très, comment dire, exigeant. C'est votre patron? Non, non, ça vient de... Il n'y a pas le patron du chantier, quoiqu'il ait une très grande influence sur les opérations, disons. Et sur notre communauté aussi, notre paroisse. Nos familles, quoi. Je ne comprends pas. Ben, j'ai déjà 12 enfants. Le curé Richard insiste pour un 13e. Ça en fait des bouches à nourrir. Vous avez 12 enfants? Ben oui. Disons que le clergé a la même mise sur la démographie ici et ailleurs aussi. Comment? Ne le saviez pas? Vous n'avez pas cette pression, vous et votre épouse, de la part de notre bien-aimé, monsieur le curé? Épouse? Oh non, malheureusement, je n'ai pas encore d'épouse. Je n'ai pas encore de fiancée. Je crois que ça ne tardera pas. Vous avez vu, monsieur? Si ça se trouve, le curé Richard va se presser de vous en présenter une afin que vous vous mariez le plus tôt possible, que vous vous installiez dans sa paroisse et que vous fondiez une famille de 15 enfants et plus. Je ne suis que de passage, vous savez. C'est pas plus hasard si je me suis retrouvé ici. Je suis venu au Canada pour visiter des amis. D'abord à Montréal, à la banque Molson. Et comme tout bon Allemand qui se respecte, j'ai bu beaucoup de bière là-bas. Puis par la suite, la Providence m'a amené ici. Je n'ai vu que d'expériences et d'aventures sociales. Jusqu'à ce que je trouve ma niche. Mais il est clair que j'aimerais retourner en Allemagne. On m'aurait me marier avec une riche héritière, tu sais. Et après mon mandat d'ici, j'ai comme projet d'aller à Ottawa. Et peut-être qu'après... Peut-être que vous resterez ici finalement, jeune Ribbentrop. Il vous faut terminer ce pont, n'est-ce pas? Vous avez déjà oublié notre conversation à ce sujet? Peut-être que vous trouverez votre héritière ici même à Québec. Peut-être qu'alors, vous ferez ce qu'il faut pour répondre aux attentes du clergé par la suite. Peut-être même Peut-être finira-t-il cloué ici au sol en permanence afin de réparer les dégâts qu'il a causés. Peut-être finira-t-il par admettre la bévue monstrueuse qu'il a commise hier après-midi. Peut-être même ira-t-il derrière les barreaux pour la négligence criminelle qui pèse sur lui depuis le fâcheux incident dont il est responsable. Mais de quel incident vous parlez, M. Davis? De quelle bévue monstrueuse il s'agit? Je ne sais pas de quoi vous parlez, j'ai peut-être oublié. expliquez-vous, M. Davis. Que reprochez-vous, jeune Ribbentrop? Hier, alors que les travaux de finition avaient lieu sur la sous-structure du côté sud du pont, Ribbentrop, le mangeur de chipot ici présent, a été vu par les ouvriers, dont M. Petit, notre chef d'équipe aux sous-structures, en train de se sauver littéralement avec la locomotive de chargement sur les rails du pont. Puis Ribbentrop, en appliquant les freins, a fait basculer le convoi de roches et de sable dans le vide, ce qui a résulté en une chute de plus de 125 pieds. Quoi? Mais c'est absurde! Ce qui a causé des dégâts considérables. L'ingénieur Couture, qui se trouvait à bord, a tenté de s'éjecter de la locomotive, mais sans succès. Heureusement, il a pu s'éjecter à temps de la locomotive, et ce sans aucune égratignure. Mais il aurait pu mourir aplati sur le
donc voir, monsieur le curé. L'ingénieur Couture? Oh mon Dieu! Ces 17 enfants auraient pu devenir orphelins. Sans égratignure, dites-vous? Avons-nous demandé à Ribbentrop si c'en est sorti indemne? Eh bien, Ribbentrop, vous ne vous portez pas trop mal après cette chute, hein? Aucune égratignure non plus? Bien, je vais vous avouer que... Tiens, il y a l'avoué. C'était évidemment trop facile. Ah, vous vous êtes bien caché derrière votre table magasin. Vous êtes morfondu d'envie devant vos graphiques. Il fallait donc vous amuser avec notre locomotive de chargement. Ah, Ribbentrop, c'est vous aussi qui a pour vous divertir? Non, ce n'est pas ça, je suis... Trêve de balivage, Ribbentrop! Vous êtes formellement accusé de négligence criminelle. Monsieur, je propose le châtiment de l'emprisonnement dans un de nos caissons que nous remplirons d'eau afin de contempler ce jeune idiot en train de se débattre dans sa lumière. Tout d'abord, il doit se confesser en bon uniforme devant Dieu. Avant son exécution, comme il se doit. Ben voyons donc, M. Davis, vous délirez. Je propose qu'on passe le jeune Ribbentrop en audience disciplinaire devant nous trois, ainsi que la police, pour tirer tout ça au clair. Non, j'ai une meilleure idée. Nous le pendons par les testicules. Hein? Du haut de la structure sud du pont. Là, il a commis sa bévue en y imbibant sa tête dans les eaux glaciaires du Saint-Laurent. Monsieur Davis, l'exécuter par cruauté ne lui rendrait guère service pour sa rédemption. Dieu se chargera de son jugement quand le temps viendra. D'accord. On pourra donc l'enduire de goudron et de plumes, l'asseoir sur un tache-bine et le faire circuler à travers tous les ouvriers. N'est-ce pas plus humain, cela? Ah, j'avoue, on prêcherait par l'exemple, mais encore là, Dieu est le seul juge de sa fonction. Après, nos ouvriers indiens pourraient l'attacher au H-bin et le balancer par-dessus bord du haut de la pointe sud du pont. C'est pas mal, certes, mais pas très chrétien comme ça. Laissez-moi. On pourrait donc attacher sa cheville gauche, sa cheville droite, ou les deux chevilles, peu importe, avec un câble élastique et le balancer du haut du pont jusqu'à ce qu'il meure de trouille lorsque son cuir chevelu frôlera les vagues du Saint-Laurent. Tiens, ça pourrait être un sport intéressant, ça. Ah! Qu'est-ce que j'entends ici? Passons donc le jeune Ribbentrop en audience. Entendons-le sur sa défense, accusé. Où est passé votre sens commun, messieurs? Stuart parle avec raison. Je recommande cette action. Monsieur Davis, quand souhaitez-vous la date d'audience? L'autorité. Demain, à la première heure, je convoquerai moi-même la police. Ah! Vous n'avez nul besoin de convoquer la police, Monsieur Davis, car je suis la police. C'est pas mal ça aussi. Sur votre respect, M. Dupré, je crois que la présence de la vraie police sera nécessaire lorsque viendra le peuple de la France. Bon, je crois que je vais y aller, je suis fatigué. J'ai ma journée dans le corps. Je vais aller rejoindre ma tendre épouse et notre faire le 11e enfant. Ribbentrop, savez-vous à quoi vous vous exposez? Est-ce vrai ce que M. Davis a affirmé? Monsieur Stewart, j'ai mal à la tête, je suis confuse. Il est tâché d'être moins confus rapidement, parce que c'est moi qui vais vous passer en audience demain matin. Bon, allez vous reposer, Ribbentrop. Mon fils, vous êtes dans de poudre, n'est-ce pas? Avez-vous quelque chose à me dire? À vous confesser? Je vous écoute. Ich bin nicht schuldig. Désolé. Je ne comprends pas l'allemand. Qu'avez-vous dit? Je ne suis pas coupable. Je suis venu ici pour construire des ponts, des chemins de fer, continuer à jouer au hockey ici au Canada, tomber amoureux de la plus belle héritière du monde, vendre du champagne, parcourir le monde, rencontrer des gens importants, puis faire de la politique, être reconnu, aimer, croire, servir, honorer, obéir à notre Dieu Tout-Puissant.
Mais pour l'instant, terminer la reconstruction du magnifique, du fabuleux et de l'unique pont de Québec, afin que celui-ci ne retombe jamais, loin de tous les dangers et de toutes les guerres. Alors, docteur Bollenson, est-ce que Herr Göring est satisfait de sa joudou pour dormir? Et par la même occasion, est-ce que vous lui avez chanté une berceuse? Vous ne parlez pas? C'est votre droit. Et je crois que dans leurs circonstances présentes, c'est plutôt moi qui devrais garder le silence. C'est mon rôle de créer une tension entre nous, non le contraire. Bien. Est-ce que nous allons jouer à cette petite jeu encore longtemps? Très bien. Comme vous voulez jouer à ce petit jeu, allons-y donc. Vous le savez, j'ai déjà... Staline et Molotov. Non, pardon? Staline et Molotov. Oui, Staline et Molotov, et alors? Parlez-moi de votre rencontre avec Staline et Molotov. Ah, oui. Ce fameux pacte de non-agression. Le pacte. Molotov, très, très habile et compétent. Staline, lui, régnait sur l'Union soviétique comme s'il avait tenu tout le pays dans la paume de sa main. Comme tout dictateur se doit de faire, d'ailleurs. Dans notre politique, dans notre gouvernement, c'était la politique du cœur pour faire connaître tous les dossiers à chaque ministre ou à chaque chef de département. Par contre, pour l'invasion de la Norvège, on n'en savait rien. Je n'ai su que 24 heures plus tard, tout comme je ne savais rien non plus sur bien d'autres choses que 24 heures plus tard. 24 heures après l'invasion de l'Union soviétique. C'était la politique d'Hitler de garder le bureau des affaires étrangères en dehors des opérations militaires. Au fond, vous êtes en train de me dire que tous les Blancs ne sont tournés que vers Hitler, Himmler et Bormann. J'aimais bien Staline et Molotov. Je m'entendais bien avec eux. Pourquoi êtes-vous donc ici à Von Ribbentrop si tous les Blancs ne sont tournés que vers Hitler, Himmler et Bormann? J'ai des maux de tête intolérables qui me talonnent depuis quelque temps. Puis d'avoir des douleurs incommodables aux membres inférieurs et supérieurs. On m'a dit que j'étais de crâne dans les vaisseaux sanguins de mon cerveau. Je vais maintenant prendre des somnifères pour dormir la nuit, et même des comprimés pendant le jour. Et j'aimerais avoir votre franche opinion là-dessus, Dr. Wilson, à savoir si oui ou non j'ai une maladie du cerveau. Je sais déjà avec certitude que j'ai une faiblesse nerveuse en liaison avec la pression sanguine du côté gauche. Par période, ça va bien. Quelques semaines, j'étais encore libre de ces symptômes désagréables et depuis, je sens qu'il y a une aggravation de jour en jour. Beaucoup de difficultés à me concentrer. Il m'arrive, par exemple, d'être en train de lire une page ou un paragraphe de mes notes et de ne pas reconnaître que je suis en train de lire. Ou encore oublier ce qui a été dit et entendu hier, et même aujourd'hui, au procès de Nuremberg. Je me demande si j'aurais pas la même maladie que mon confrère, Rudolf S. Vous voulez dire Rudolf Heuss? Celui qui a démenti devant la cour, prétextant qu'il n'avait pas gazé 2,5 millions de juifs, mais qu'il a rectifié en admettant qu'il en avait gazé plus de 3,5 millions. Pas Heuss, Hess! Tellement pauvre, le temps de je suis donc condamné qu'à une mémoire à court terme. Si ce que je vous explique vous semble décousu, ce n'est pourtant que la vérité, mais les souvenirs lointains ne restent plus que quelques extraits, des grandes lignes. Vous me demandez par exemple des explications sur le pacte de non-agressivité, ce fameux pacte qui vous semble tellement important. Je vous écoute. Je vous vois encore venir, docteur Wilson. Vous êtes Avide de toute confession de ma part, de quelconque aveu issu d'un roman obscur, laissez-moi tout d'abord vous spécifier qui n'en est rien. Je trouve que j'ai très bien travaillé lors de la signature de ce pacte historique. Mais, on arrive à une explication claire. Je sais
Je sais que vous n'aimerez pas m'entendre parler du traité de Versailles. Mais vous le savez, et tout le monde le sait, que ce traité était une grande injustice. Hitler en avait fait son unique cheval de bataille, afin de corriger cette grave erreur imputée à la Grande Allemagne. Mais la plus grande erreur aujourd'hui est ce procès. Je ne dis pas. Je ne dis pas qu'il est important que certains d'entre nous aiment Göring. Moi-même, les autres condamnent à mort. Aux travaux forcés. Peu importe. Le peuple allemand nous ferons toujours chef, leader. Bon, voilà. Dans quelques années, le reste du monde, et même vous, les Américains, jugeront ce procès comme une erreur. Le peuple allemand, alors, apprendra à haïr les Américains, à se méfier des Français et des Britanniques. Mais la plus grande catastrophe qui pourrait survenir à l'Allemagne, c'est qu'elle soit un jour sous la gouverne du communisme, et même qu'elle devienne un territoire annexé à l'Union soviétique. Pourquoi alors avoir négocié ce pacte et pourquoi en être fier? Pourquoi avoir commis ce geste, cette bévue? Je vous rappelle que malgré vos migraines qui trahissent prétendument votre mémoire, que c'est votre fureur